Bonjour à tous. Et donc, de quoi il s'agit? Quel est le contenu de ce cours? Eh bien, il s'agit toujours pareil d'un cours de programmation en fait. Donc, c'est pas vraiment un cours de design, d'ergonomie ou je sais pas quoi, mais c'est un cours de programmation, d'interface. Donc, comment est-ce qu'on réalise des interfaces du point de vue programmation? Alors, de quel langage j'utilise comme support ici? C'est un choix délibéré. Ça n'a pas toujours été comme ça, les cours d'interface graphique ici, mais enfin voilà. J'utilise donc Java et puis l'interface Swing. Voilà. Il se trouve que la plupart des interfaces fonctionnent maintenant à peu près toutes sur le même modèle conceptuel, disons. Donc les mises en œuvre peuvent être légèrement différentes. C'est vrai qu'il y a quelques subtilités. Pour ceux qui connaissent Qt, ça ne fonctionne pas tout à fait comme Swing, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Les différences ne sont pas non plus fondamentales. Donc, pourquoi pas utiliser Java. A priori, c'est un langage que vous maîtrisez suffisamment bien. Ça présente une certaine portabilité, donc il n'y a aucun souci, y compris d'ailleurs du point de vue de l'interface graphique. Donc ça évite les problèmes d'environnement, même si Qt est portable au niveau des codes sources, pas au niveau des exécutables, donc c'est déjà une différence notable qui peut éventuellement poser problème. Donc voilà, Java, Swing, c'est essentiellement ça qu'on va regarder. Alors évidemment, il y a autre chose que je vais faire dans ce cours d'interface. J'aime bien aussi regarder de près ce qui se passe dans les objets logiciels ou dans les logiciels, si vous voulez. Et donc, on ne va pas seulement utiliser les différentes classes qui sont à votre disposition et que vous connaissez d'ailleurs probablement en partie, du moins. Je pense que nombre d'entre vous sont déjà capables d'ouvrir une fenêtre, de mettre un bouton en swing et puis d'y affecter une fonctionnalité. Donc ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles je vais insister lourdement, quoique il y a des mécanismes qui certainement ne vous sont pas très connus, voire inconnus pour certains d'entre eux. Donc bien sûr, je passerai en revue ces choses-là tout de même. Mais ce qui m'intéressera aussi, c'est de démonter l'interface graphique, donc d'aller plus loin. Donc il y a certainement des choses que, par contre, à titre individuel, vous n'avez pas pu ou pas voulu ou pas su démonter, et donc qui peuvent être, qui sont à mon sens intéressantes, puisque si on veut comprendre fondamentalement comment les objets fonctionnent, il vaut mieux les démonter. Enfin, en tout cas, ça aide. On ne peut pas en avoir qu'une représentation externe. On peut en avoir une représentation conceptuelle aussi, ça aide, mais il y a les mises en œuvre qui sont aussi importantes. En tout cas, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Donc, par exemple, on apprendra à écrire un composant, même si le but, c'est pas d'écrire un joli composant, mais je vous montrerai comment on écrit un composant, parce que écrire un composant, de sorte qu'il réagisse normalement avec une application, Swing, ça signifie que si vous savez faire ça, c'est que vous avez vraiment compris comment fonctionne Swing. Donc utiliser un bouton, c'est une chose. Savoir écrire un objet de type, entre guillemets, bouton, on ne va pas réécrire un bouton, sinon on va réinventer la roue et un moins bien, donc en ovale ou voire en carré, donc ça, c'est pas le but. Donc voilà, on va faire des choses comme ça. Les layout managers aussi, vous savez peut-être les utiliser, je ne sais pas, on verra, mais on en écrira un ou j'en écrirai un et vous verrez que comprendre à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils fonctionnent, et bien de l'intérieur, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vais commencer par un certain nombre de généralités, comme prévu. Alors pardon, je vais peut-être enlever la veille, parce que j'ai peut-être oublié de mettre la veille. Allez, hop. Comme vous le voyez, le Père Noël n'a pas été généreux avec moi, il ne m'a pas acheté une machine plus puissante, donc je n'aurais pas dû être sage l'année dernière. Donc les interfaces graphiques, alors comme souvent, l'acronyme qu'on utilise, c'est les GUI, pour les interfaces graphiques utilisateurs. Ça, c'est par opposition aux anciennes interfaces qui justement ne comportaient pas de graphique et qui étaient simplement en gros clavier et affichage en mode texte. Je ne dis même pas forcément écran, puisque avant les écrans, on communiquait simplement à travers disons essentiellement des impressions et puis des claviers, enfin des choses vraiment très très élémentaires, et dont l'interaction évidemment était relativement primitive.
Donc même en mode texte, il y a eu des interfaces, entre guillemets, un peu évoluées, type menu et des choses comme ça. On peut faire des menus en mode texte. Mais c'est pas de ça dont je suis en train de parler, parce que dès qu'on fait des menus en mode texte, en fait, là, on parle simplement d'interface au sens où on va en parler dans le cours. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le mode d'interaction avec l'utilisateur qui est important. Alors c'est vrai qu'il y a des distinctions techniques, mais il y a aussi évidemment le fait qu'on se trouve dans un nouveau paradigme ou une nouvelle façon de penser les interactions avec les utilisateurs. Alors, bien sûr, il y a la représentation picturale qui n'est pas négligeable, hein, puisque ça rend les choses d'accès facile aux individus. C'est vrai que c'est quand même plus sympathique d'avoir affaire à des icônes pour représenter des choses, hein, que simplement des noms de fichiers barbares avec des arborescences bien visibles et ce genre de choses. C'est sûr que ce qui, en partie, rend l'informatique, disons, utilisable pour un individu ordinaire, donc qui ne sera pas informaticien, ben, c'est sûr que les icônes sont assez utiles pour ça. Et puis l'autre chose, c'est bien sûr l'interaction qui est un mode d'interaction gestuelle. Hein, on pourrait dire que frapper un clavier, c'est aussi un geste, mais c'est pas le geste des doigts qui est utile, c'est que là, c'est plutôt, on va avoir même des mouvements. Hein, comme vous le savez, par exemple, pour les interfaces graphiques sur les smartphones, ce genre de choses, là, ça devient vraiment crucial. Ce sont vraiment des gestes dont on a besoin pour communiquer avec la machine. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on pense que les interfaces graphiques sont des choses très... enfin, disons, c'est le mieux de ce qu'on sache faire jusqu'à présent. Peut-être que ça changera dans le futur. Mais c'est pas complètement vrai. Hein. Il y a des inconvénients à utiliser des interfaces graphiques. On perd de la richesse expressive, par exemple. Bah, comme vous le savez, vous utilisez par exemple en mode ligne de Unix facilement des expressions rationnelles. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, je peux utiliser aussi des expressions rationnelles en mode interface graphique, mais ces expressions rationnelles, vous les tapez bien au clavier. Vous n'avez pas un mode gestuel pour représenter des expressions rationnelles. Donc vous voyez, la puissance expressive du mode clavier est quand même assez différente. Et si on se contentait simplement d'une interface visuelle ou une interface graphique, si vous voulez, ce ne serait pas forcément la panacée, et en tout cas ça ne résoudrait pas tous les problèmes, évidemment. Donc il y a des critiques de ce type de choses, notamment de ce paradigme-là. Il y a un auteur qui a écrit un joli texte là-dessus, qui est assez long à lire, mais pas très difficile, qui était, au début, on avait la ligne de commande, et qui explique, donc c'est un auteur de science-fiction, pour ceux qui connaissent, qui sont amateurs de science-fiction, ils doivent connaître cet auteur-là, et qui utilise l'informatique depuis très longtemps pour écrire en fait ses ouvrages. Et donc il a connu l'évolution depuis la ligne de commande jusqu'à maintenant les interfaces graphiques, et il a écrit un joli texte dans les années 90, je crois, si ma mémoire est bonne, à propos de ses regrets face à la ligne de commande. Hein, c'est vrai que pour plein de choses, ça lui a facilité la vie, mais au bout d'un moment, il se trouve que la représentation sous forme graphique n'est pas toujours adaptée à ce qu'on veut pouvoir faire. L'autre chose, c'est qu'on pense que les interfaces graphiques sont des choses très récentes. Pas du tout, hein, c'est en fait très ancien. Ça ne s'est répandu, disons, que très récemment, mais ce sont des idées anciennes et même des réalisations anciennes. Alors, par exemple, souvent on dit que le père des interfaces graphiques, hein, ou des GUI, c'est Douglas Engelbart. En 62, il a écrit un texte à ce sujet, donc voilà. Donc, finalement, c'est pas récent du tout. Mais il y a bien plus ancien que ça. Il y a un projet militaire qui a été déclassé, un projet militaire américain qui a été déclassé il y a quelques années, 5 ou 6 ans, et pour lequel déclassé en partie certainement, mais qui était issu des travaux de la cybernétique. Et donc ce projet s'appelle SAGE, et il s'agissait, vous voyez, c'est un projet qui a duré assez longtemps, hein, 33 ans, mais qui a commencé dans les années 50,
et qui utilisait de façon assez intensive des interfaces graphiques. Alors elles sont un peu curieuses. Peut-être l'image suivante sera plus représentative. Donc là, vous avez un gentil militaire. Le voilà ici. Alors, peut-être qu'on voit un peu mieux, mais le truc, c'est une espèce de pistolet à viser, en fait. Donc, et puis vous avez donc un affichage graphique, alors là qui était en mode vectoriel, ça on a oublié ça, mais maintenant ça, disons, ça a existé, les modes d'affichage vectoriel. Et puis donc ça détecte le rayon, et puis on a un retour comme ça utilisateur qui peut viser sur l'écran et ce genre de choses. Alors bon, voilà, c'était la façon d'interagir avec des écrans, enfin, disons avec des informations graphiques à l'époque. Donc là je crois que ce système-là était un système de pilotage de radar, ou je sais pas quoi, j'ai oublié les détails, ça fait un moment que j'ai pas regardé, que j'ai pas consulté ça, mais voilà. Alors il se trouve que il me faut faire une petite manip, parce que visiblement les choses ont disparu. Ah non, c'est le même, ok. Ça, j'ai pas de souci. Je reprends. J'ai cru que quelque chose d'important était caché derrière, mais non, il n'y a rien. D'accord, donc c'est vraiment une vieille histoire, ça. Hein. Ça, ce dispositif-là, comme vous le voyez, il a bien plus de 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces applications graphiques? Parce que ça a un impact, en fait. L'interface, évidemment, a un impact sur la structure de l'application elle-même. Alors, ce qui est particulier, c'est que simplement, c'est l'utilisateur qui décide, en fait. C'est lui qui est le maître de l'interaction. Et ça inverse la situation par rapport aux interfaces textuelles, où, en général, c'est l'application qui est maître. C'est elle qui vous demande d'agir avec elle à un certain moment, et puis elle vous demande une certaine information qui est utile pour qu'elle puisse continuer à progresser. Donc ça veut dire que le déroulement, disons, de l'interaction est spécifié intégralement à l'intérieur de l'application. D'accord ? Vous devez répondre aux questions qui vous sont posées et dans l'ordre, et la plupart du temps, vous n'avez pas beaucoup de choix. Voilà, vous n'avez pas le choix de revenir en arrière, ou je ne sais quoi, en tout cas, vous n'avez pas une richesse suffisamment grande pour faire ce genre d'opération de façon généralisée. Donc, dans les interfaces graphiques, c'est plutôt l'inverse. Comme vous le savez, vous êtes maître de la souris et du clavier, et puis vous tapez à n'importe quel instant, vous cliquez à n'importe quel instant, vous déplacez votre souris à n'importe quel instant, et l'application doit réagir. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vous sont interdites à certains moments, hein, mais n'empêche que l'application ne peut pas vous interdire de bouger la souris et de cliquer. Ça, c'est juste pas possible. Simplement, le clic, il fait ou il ne fait pas quelque chose parce que, à cet instant-là, c'est pas possible, mais c'est l'utilisateur qui décide de descendre tel menu à tel moment. Hein, voilà, donc vous savez bien, c'est comme ça que vous agissez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une structure très particulière à l'intérieur des applications. Et le modèle de programmation qui est caché derrière, c'est le modèle de programmation par événement. C'est-à-dire que l'application est guidée par les événements qui arrivent de l'extérieur. D'accord? Elle réagit aux événements qui arrivent de l'extérieur. D'accord? Donc c'est un mode un petit peu particulier, mais enfin, normalement, vous ne devriez pas être trop surpris, puisque ce sont des applications avec lesquelles vous réagissez depuis longtemps, et donc c'est un peu naturel pour vous. Donc j'imagine que, bien sûr, du point de vue de la structure, vous avez quand même une vague idée de ce dont il s'agit. Alors, ce dont il s'agit est assez simple. C'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de votre application, vous avez en gros une boucle principale, c'est toujours la même chose. Alors, vous ne l'écrivez pas de façon explicite, cette boucle, puisque c'est commun à toutes les applications qui sont event-driven. Mais vous avez une boucle principale, votre application elle est construite comme ça, il y a une boucle principale qui fait quoi? Qui se contente d'attendre que des événements se produisent. Des événements arrivent. Alors ça peut être n'importe quoi, ces événements, hein. Un clic de souris, l'appui sur une touche de clavier, un message depuis le réseau, j'en sais trop rien, enfin, tous les événements que vous voulez bien pouvoir supporter pour votre application. Donc ça c'est la détection des événements. Cette boucle elle va retirer un événement de la file, parce que ces événements bien sûr ils arrivent les uns derrière les autres, ils sont horodatés évidemment, hein, ils se produisent les uns successivement aux autres. Et la boucle principale va les retirer les uns un par un. Et puis faire quoi? C'est ça la difficulté, mais il y a toute une architecture contenue dans vos systèmes et puis dans vos couches logicielles pour vous permettre de faire ça de façon relativement simple, ou pas trop compliquée, je ne sais pas.
qui consiste à distribuer l'événement à la partie qui est censée réagir à cet événement, à la partie logicielle qui est concernée. Si vous demandez à descendre un menu, ça va si vous cliquez sur une partie graphique qui est censée faire apparaître un menu, si vous faites ce clic-là à cet endroit-là, alors il va bien falloir distribuer cet événement-là à la partie logicielle qui va faire apparaître le menu. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous cliquez sur un bouton, eh bien, et que le clic sur ce bouton est censé, je ne sais pas quoi, quitter l'application, eh bien, il va bien falloir distribuer cet événement-là à la partie logicielle qui termine l'application, qui ferme les fichiers proprement, je ne sais pas quoi, et puis qui termine l'application. D'accord ? Donc, la partie la plus délicate, peut-être, c'est effectivement cette distribution des événements. Si on essaie de s'y intéresser dans le détail, si on essaie vraiment de démonter le mécanisme, c'est relativement compliqué. Hein, parce que, mais bon, on verra que les interfaces graphiques vous affranchissent d'un certain nombre de petits détails. Donc la chose qu'il faut retenir pour les interfaces graphiques, et ça c'est vraiment très important, si vous voulez réussir une application qui contient une interface graphique, alors il n'y a qu'une seule chose qui doit vous guider, ou disons il y a une chose principale qui doit vous guider, vraiment, c'est de penser comme un utilisateur. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur va être content de l'interaction que je lui propose, oui ou non? Si vous ne faites pas ça, donc les interfaces graphiques le problème c'est qu'elles proposent beaucoup de choses, enfin facilement beaucoup de richesses d'interaction. Si ça c'est mal conçu, si la structure d'interaction, si l'ergonomie de votre application est mal conçue, alors ça devient vite inutilisable. Hein, vous savez bien qu'il y a des applications, vous avez certainement essayé des applications qui sont mal conçues. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne les utilisez pas, vous les mettez à la poubelle. C'est la façon la plus simple d'interagir avec elles. Si c'est désagréable d'utiliser une application, vous ne l'utilisez pas, vous en prenez une autre. Surtout qu'aujourd'hui, des applications qui font à peu près la même chose, on en trouve des centaines, voire des milliers parfois. Hein, pensez simplement aux applications aujourd'hui qu'on a sur les smartphones, quoi. Vous avez 300 fois le même jeu, variantes différentes. Il y en a qui sont bien fichues et d'autres pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous consommez. Hein. Si ça ne vous convient pas, vous en prenez un autre. Donc c'est important cette histoire de se placer en tant qu'utilisateur. Méfiez-vous, c'est pas facile. Parce que vous, en tant qu'informaticien, vous n'êtes pas des utilisateurs normaux. Vous êtes des utilisateurs qui avaient un biais. Votre biais, c'est que vous êtes informaticien et vous pensez toujours au programme qui est derrière, à la structure qui est derrière. Il faut oublier ça. Hein. C'est toujours pareil, il faut les deux casquettes. Rappelez-vous, dans la programmation objet, je vous ai dit aussi, il faut deux casquettes. Il y a l'utilisateur de la classe et celui qui conçoit la classe. C'est la même dichotomie qu'il faut être capable d'avoir. Hein, il faut penser à l'utilisateur. Donc là, voir l'application aussi comme une boîte et puis avoir les deux casquettes. Quand je suis à l'extérieur de la boîte et quand je suis à l'intérieur de la boîte. Et quand on est à l'extérieur de la boîte, il ne faut pas se poser de questions sur comment ça fonctionne à l'intérieur. D'accord? Donc ce qui doit vous guider, c'est plus la conception de l'interface que la structure interne. Bien sûr, en tant que programmeur, il vous faut une bonne structure. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en droit d'écrire des applications mal structurées. Enfin, je ne peux pas vous empêcher de faire ça, mais il vaut mieux les structurer correctement. De toute façon, si vous voulez réaliser une bonne interface, si vous n'avez pas de structure en interne, déjà ça c'est fichu. Hein, c'est à peu près fichu. Voilà. Donc il faut une conception soignée, c'est tout ce que je peux dire, et vous verrez qu'il y a beaucoup de variétés possibles. Bon, on verra bien. Alors comment ça fonctionne ces histoires d'interface graphique? Il faut quand même que je donne des contextes. C'est bien beau d'écrire une application Swing, hein, de faire un new JFrame et puis set visible true, là, comme vous le savez. Mais dans quel contexte ces choses-là peuvent-elles s'exécuter et comment en gros ça fonctionne? Il faut savoir ça. Donc d'abord l'architecture des interfaces graphiques, comment est-ce que ça fonctionne? Alors on peut dire qu'il y a trois choses qui interviennent dans trois objets, trois ensembles différents qui interviennent dans ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Alors d'abord on a le système de fenêtrage. Ça, des systèmes de fenêtrage, comme on va voir tout à l'heure, il y en a plusieurs. C'est-à-dire c'est le système graphique lui-même. Certes, vous avez du hardware qui vous permet d'afficher des pixels à l'écran ou je ne sais pas quoi, enfin des cartes graphiques. Hein, mais la représentation graphique de ce que c'est qu'une fenêtre, comment ces fenêtres sont gérées ou je ne sais pas quoi, ça, c'est ça que j'appelle le système de fenêtrage. D'accord ? Ça, c'est un peu l'objet de base. C'est évidemment, si vous n'avez même pas de système de fenêtrage, je ne vois pas comment vous allez pouvoir réaliser des interfaces graphiques. Hein.
Donc il faut vous créer un système de fenêtrage. Si vous n'en avez pas, il faut l'écrire. Hein, c'est tout à fait possible. Ça existe. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut par-dessus? Alors ce système de fenêtrage, la plupart du temps, il est d'assez bas niveau. Bien sûr, il vous permet de créer des fenêtres, faire des petits contrôles de base sur les fenêtres, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut généralement, c'est aussi accompagner disons, par-dessus ce système de fenêtrage qu'on appelle un gestionnaire de fenêtres. C'est quoi le gestionnaire de fenêtres? Ça, c'est la partie qui déjà comporte une interaction avec l'utilisateur. Ce système, je vais y arriver. Ce gestionnaire de fenêtres, qu'on appelle aussi le Window Manager, c'est avec lui que vous agissez pour iconifier une fenêtre, par exemple, ou déplacer une fenêtre. Ce genre d'opération que vous réalisez effectivement en tant qu'utilisateur. Donc le système de fenêtrage, peut-être que lui, il est capable de le faire, mais il le fait simplement à travers une API. Et le gestionnaire de fenêtres, c'est lui qui vous met de la décoration autour de vos fenêtres et qui vous permet de les manipuler. Les réduire, les agrandir, je ne sais pas quoi, représenter votre curseur sous une forme ou sous une autre. Ça, c'est le gestionnaire de fenêtres. Et tous les systèmes d'interface graphique sont composés à la fois d'un système de fenêtrage et d'un gestionnaire de fenêtres. Alors parfois, la distinction est réelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux objets très différents, deux objets logiciels différents. Parfois, c'est regroupé en un seul, enfin, il y a une intrication un peu sévère, mais dans tous les cas, vous avez une couche logicielle, enfin deux couches logicielles différentes, dans le même ensemble ou pas. Et puis bien sûr, ce qu'il y a, c'est que vous avez adjoint à ça des outils et des bibliothèques d'objets. Donc maintenant, on programme sans arrêt en objet pour les interfaces graphiques. Ce n'est pas une obligation, vous avez aussi des couches basses. En général, les systèmes de fenêtrage sont des couches de programmation très basses. Hein, vous avez une fonction pour ouvrir une fenêtre et ça ne vous renvoie pas vraiment, ça vous renvoie un objet sans le savoir, mais vous ne le savez pas vraiment, mais il n'est pas nécessaire d'attaquer ça via un langage de programmation objet, c'est ça que je veux dire. S'il y a bien un paradigme objet qui est caché derrière les systèmes de fenêtrage la plupart du temps, ce n'est pas pour autant que vous êtes obligé d'utiliser un langage de programmation objet pour le manipuler. Hein. Donc en tout cas, vous avez des outils et puis des bibliothèques d'objets pour manipuler, disons pour créer ces interfaces. Hein. Voilà. Ah, bien sûr, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les API essentiellement. Hein. Le système de fenêtrage et puis le Window Manager, on prendra vous prendrez celui que vous avez à votre disposition. Alors par exemple, comme système de fenêtrage, aujourd'hui, il y en a essentiellement 3. Vous avez le X-Window System, que vous connaissez sous le nom de X11 peut-être, je ne sais pas. J'ai mis la R76, mais peut-être que c'est sûrement pas la dernière version, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un système de fenêtrage qui est assez ancien. Hein. Il a maintenant probablement pas loin d'une trentaine d'années. Il s'appelait X10 avant. Maintenant, il s'appelle X11, c'est comme ça. En fait, c'est le système c'est le système de fenêtrage que vous avez dans le monde Unix, qui est répandu de façon extrêmement large dans le monde Unix. Donc, dès que vous avez un Linux, un je sais pas quoi, un machin, et que vous avez une interface graphique, derrière, en fait, il y a X11. Alors, vous ne le savez pas toujours, parce qu'évidemment, on vous a masqué ça avec plein d'autres couches, des gestionnaires de fenêtres divers et variés, puis des environnements, mais de toute façon, in fine, derrière, il y a X11 qui tourne. Alors je vous donnerai quelques éléments sur les spécificités de X11 par rapport, par exemple, aux autres interfaces qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Vous avez, moi j'ai un Mac, et puis de façon native sur un Macintosh, ce que vous avez, c'est un système de fenêtrage qui est propriétaire Apple, qui est Quartz. Je peux avoir X11, je vous montrerai tout à l'heure sur mon Mac, mais c'est en plus. Hein. Nativement, si j'installe mon Mac, qui est en fait un Unix, hein, les machines Mac sont en fait des Unix, mais par-dessus, il y a toute une espèce de cosmétique, de maquillage qui le rend Macintosh. Et ce qui le rend Macintosh, c'est entre autres le fait que le système de fenêtrage est Quartz. C'est un système de fenêtrage un peu particulier. Pour Microsoft, le système de fenêtrage, lui, s'appelle Windows.
Alors chez Microsoft, ils ont l'habitude des choses très monolithiques, donc Windows c'est tout. C'est à la fois l'OS, le système de fenêtrage, etc. Bon, autrefois c'était un monstrueux monolithe, le système Microsoft, mais voilà, leur système de fenêtrage s'appelle Windows. Bon, et comme vous le savez, il y a bien des fenêtres sous Windows, il y a des fenêtres sur Mac, il y a des fenêtres sur, je sais pas quoi, Ubuntu ou votre FreeBSD, je sais pas quoi. Donc on peut manipuler ces fenêtres, mais le système derrière est différent, il présente des particularités dans certains cas. Néanmoins, partout vous avez des fenêtres, des boutons et je sais pas quoi, de quoi fermer les fenêtres et de quoi les déplacer. Donc essentiellement, ça fait quoi un système de fenêtrage? Bah, ça abstrait la couche matérielle et ça fournit aux applications un espace graphique. Hein? Donc une application avec une interface graphique, qu'est-ce que c'est? Si vous y réfléchissez, la plus petite description qu'on peut faire, c'est sur mon écran j'ai un rectangle, à l'intérieur de ce rectangle, tout ce qui se passe agit, dans un sens ou dans l'autre, hein, avec l'application. Le reste de cet espace, c'est indépendant de l'application, c'est d'autres applications éventuellement qui cohabitent sur ce même espace qui est l'écran. Mais le système de fenêtrage, il me permet ça, il me permet de fournir, je sais pas quoi, un bac à sable, vous appelez ça comme vous voulez, un bac à sable graphique, pour chaque application. Et les applications sont libres d'utiliser cet espace comme bon leur semble. Hein? Je peux l'utiliser pour afficher des boutons, mais pour faire mes propres dessins à moi, je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gestionnaire de fenêtres? Alors là, les gestionnaires de fenêtres, ils peuvent être nombreux. Hein. Vous avez le système de fenêtrage, c'est, disons, le minimum qui abstrait la couche matérielle pour vous permettre d'ouvrir une fenêtre. Donc, en gros, hein, vous avez une instruction pour dire « je veux ouvrir une fenêtre de taille 100 par 100 » et qui accepte un mode de couleur de 24 millions de couleurs, ou je sais pas quoi, 16 millions de couleurs, enfin bref. Faites comme bon vous semble. Mais c'est ce genre de choses que vous fournit le système de fenêtrage. Le gestionnaire de fenêtres, lui, il va vous rendre la vie plus agréable. Le problème des systèmes de fenêtrage, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment basique. Vous dites, je veux réserver un espace, vous donnez sa taille, enfin, les particularités essentielles de cet espace de travail, donc essentiellement, c'est toujours des rectangles. Donc vous donnez en gros la taille du rectangle, et c'est tout. Hein. Le système, il vous renvoie l'identificateur de ce rectangle sur l'écran, et puis vous avez des tas de fonctions pour manipuler là-dedans. Vous pouvez, je sais pas quoi, dessiner une ligne, récupérer la valeur d'un pixel, savoir si l'utilisateur il a cliqué la souris là-dedans, ce genre de choses. Vraiment très basique. Le problème, c'est que si vous laissiez simplement les choses dans cet état-là, eh bien, vous allez être vite confronté à une difficulté. C'est que le problème va être le suivant. Ça veut dire que si vous laissez les choses dans cet état-là, chaque programmeur de chaque application va être libre de décider comment on représente un menu, quelle tête a un bouton, comment on ferme une fenêtre, comment on la déplace, comment on l'agrandit. Alors il y en a un qui va décider que pour agrandir la fenêtre, il faut cliquer en haut à droite, l'autre en bas à gauche, etc. Qu'est-ce que vous allez obtenir au bout du compte? Si vous avez plusieurs applications sur votre écran, à chaque fois vous vous poserez la question « Ah zut, avec celle-là, comment est-ce qu'il faut que je fasse pour agrandir ?» Ah, vous ne savez jamais. Donc ce qui vous manque, c'est une certaine unité. Ce que vous aimeriez bien, c'est que toutes les applications, à part ce qui se passe réellement à l'intérieur, mais disons globalement, vous voyez apparaître ça comme quelque chose d'assez uniforme. Elles se ressemblent toutes. Pour iconifier une application, c'est très facile, c'est toujours le bouton en haut à gauche qui ressemble à je ne sais pas quoi. Pour toutes les applications, ce sera comme ça. Hein? Alors ça, c'est le système de fenêtrage qui va vous permettre de faire ça. Et des systèmes de fenêtrage, en gros, ils vous donnent une apparence globale, une uniformité d'apparence à l'ensemble des fenêtres qui sont manipulées par le système de fenêtrage. Alors ça, vous le savez sans doute, si vous avez utilisé un Linux et que vous avez essayé de faire joujou avec et que vous avez essayé de changer d'environnement graphique, vous savez bien que quand vous utilisez KDE, ça n'a pas tout à fait la même tête que quand vous utilisez GNOME, qui n'a pas la même tête que quand vous utilisez, je sais pas quoi, Unity de Ubuntu et autres. Hein. Mais non, ça ne change pas grand-chose, ça change juste d'apparence. La couleur des boutons n'est pas la même, les zones de titre ne sont pas tout à fait équivalentes, l'interaction quand on retaille les fenêtres n'est pas tout à fait la même. J'ai toujours les mêmes fenêtres et tout ça fonctionne toujours de la même manière, hein, en gros. Donc c'est juste une question d'apparence. Et là, des gestionnaires de fenêtres, ça, c'est quelque chose d'intéressant avec X11. C'est que les gestionnaires de fenêtres, ce sont des applications séparées. Vous avez le système de fenêtrage, X11 lui-même, la couche graphique X11,
Et puis vous avez en dehors de ça, le gestionnaire de fenêtres. Donc vous pouvez choisir votre gestionnaire de fenêtres. Et vous pouvez même le changer dynamiquement, je vais vous montrer tout à l'heure. Un petit exemple pour vous montrer les particularités de X11. Alors des gestionnaires de fenêtres, vous pouvez même en écrire vous-même. C'est une application. Vous êtes en droit, vous, en tant que programmeur ordinaire, bon, il faut être un petit peu au fait des choses, mais d'écrire votre propre gestionnaire de fenêtres. Donc il y en a plein qui existent, il y en a plein qui ont existé dans le temps. Donc la KDE et GNOME, c'est peut-être les choses, voilà, on utilise ce genre de choses aujourd'hui. Il y a eu des choses plus anciennes, alors par exemple TWM, qui est un très vieux Window Manager. Je vais vous le montrer tout à l'heure, et graphiquement, il n'y a pas d'effet 3D, ce genre de choses, mais on continue quand même à déplacer des fenêtres, et voilà, donc ça existait. Motif, ça c'était un des premiers gestionnaires de fenêtres, disons un peu puissant, très orienté objet, qui était fourni au-dessus de X11. Bon, et puis pour le pauvre Motif est mort pour simplement des raisons de droit, il fallait des licences pour utiliser Motif et tout ça, donc évidemment, à l'ère du logiciel libre, c'est vite tombé en ruine. Et puis on a remplacé ces choses-là par divers types de gestionnaires, type KDE ou GNOME. Donc ça, c'est les Window Manager. Alors je mets etc. parce que si vous cherchez Window Manager pour X11, vous allez en trouver, allez, probablement pas loin d'une cinquantaine. Pour l'environnement Mac, donc je vous ai dit que c'était Quartz, le système de fenêtrage. Quel est le Window Manager? Eh bien, le Window Manager, c'est à quoi? Alors, il se trouve aussi qu'il est séparé de Quartz, mais sous Mac, il n'est pas possible d'installer autre chose que Aqua. Hein. Vous n'avez pas accès à ces choses. Enfin, on pourrait le faire techniquement, mais ce n'est pas très conseillé. Hein. Beaucoup des fonctionnalités, disons, du système Mac, quand vous programmez Mac, sont dépendantes du fait que vous utilisez Aqua comme système de fenêtrage. Bon, là c'est normal, hein, c'est une vision propriétaire des choses. Donc, dans une vision propriétaire des choses, on aime bien tout contrôler, justement pour des raisons d'uniformité. Hein, il ne faut pas toujours voir le mal partout et se dire que c'est uniquement pour des raisons économiques. Mais c'est aussi que si vous contrôlez tout, bah, vous pouvez espérer fournir un environnement qui est intégralement cohérent. Ce qui est beaucoup plus difficile déjà dans un monde comme Unix, où vous avez une grande liberté, vous pouvez installer des tas de logiciels différents. Le problème, c'est que la coopération de ces logiciels n'est pas toujours évidente. Donc, voilà. Et puis, pour Windows, alors il porte un nom techniquement, j'ai eu du mal à trouver quand j'avais cherché. Mais il existe, il porte un nom, le Window Manager de Windows, il s'appelle le Desktop Window Manager. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est que bah, ça uniformise la manipulation, alors attention, des fenêtres, quand je veux dire ça uniformise la manipulation des fenêtres, la manipulation globale des fenêtres. Ce qui se passe à l'intérieur des fenêtres, c'est de la responsabilité de l'application. Et ça, votre Window Manager, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la fenêtre. Vous avez le droit de déplacer une fenêtre à l'écran, ça, normalement, votre application s'en fiche. Est-ce que le rectangle que j'utilise est-ce qu'il est important à une application de savoir où le rectangle dans lequel elle affiche est placé effectivement sur l'écran? Ça ne devrait avoir aucune importance. Vous pouvez toujours faire des applications comme ça c'est tout de suite bizarre. Hein, si ma fenêtre de LibreOffice, je la place en haut à gauche ou en bas à droite, ça ne doit rien changer, LibreOffice s'en fout. Hein, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc le Window Manager, lui, il est responsable de ça, de vous permettre de déplacer la fenêtre. Donc c'est pas l'application qui déplace la fenêtre, là, c'est le Window Manager. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, quand vous cliquez à l'intérieur de LibreOffice pour faire descendre je ne sais pas quel menu ou obtenir telle fonctionnalité, là, le Window Manager, il s'en fiche. Il dit, à l'intérieur, c'est pas moi, c'est LibreOffice, c'est à LibreOffice de répondre au clic de bouton. Hein. Donc voilà, il faut bien faire cette distinction et comprendre ça. Alors les outils et les bibliothèques qu'on peut trouver, oh, il y en a de nombreux, hein, c'est pas... je n'ai pas la prétention non plus d'être exhaustif ici. Pour X11, par exemple, en fait, alors, je ne l'ai pas mis, mais la bibliothèque de base pour X11, par exemple, c'est Xlib. Vous avez une bibliothèque X, alors, peut-être il faut que je dise 2-3 mots sur X11, avant de vous montrer d'autres choses intéressantes. Alors, la première chose à savoir de X11, c'est que X11, en fait, le terme de X11 définit un protocole réseau, un protocole applicatif réseau. Vous avez tous suivi programmation réseau, vous avez tous réussi brillamment.
Donc vous savez ce que c'est qu'un protocole applicatif, c'est dans la couche application, on échange des messages. Et ces messages, quel est le rôle de ce protocole applicatif? Bah, c'est justement la sémantique associée à ces messages, c'est dessine un point, réserve-moi un rectangle, je sais pas quoi, des choses comme ça. C'est ça que fait X11. X11, c'est la description d'un protocole réseau sur lequel peuvent transiter des messages et qui ont à voir justement avec des interfaces graphiques. Hein, donc des choses vraiment très basiques. La souris a été déplacée, je sais pas quoi, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose à savoir. X11 est un protocole. Ce protocole, il est encapsulé, vous pouvez le manipuler à travers une bibliothèque de base qui s'appelle Xlib, donc dont l'interface est en C, donc c'est pas très agréable. Ah, pour ceux qui sont curieux, évidemment, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas pu ramener tout ce que je voulais, mais j'avais prévu d'amener quelques livres pour vous montrer, mais la définition du protocole X11, c'est quand même un livre qui fait déjà, je ne suis plus en tête là, mais ça fait bien au moins 150 pages, hein, déjà. Alors Xlib, c'est une bibliothèque qui vous permet de manipuler, d'abstraire un petit peu, c'est une API, C, pour piloter X11. Bon, alors là, c'est un livre un peu plus important, mais un peu plus gros, mais voilà. Et puis par-dessus, vous avez des bibliothèques d'objets diverses et variées, donc j'insiste pas non plus sur la façon dont tout ça a été architecturé, mais avec le temps ça a évolué. Il y a XT, XAW, Motif en fait, c'était une bibliothèque d'objets qui était construite au-dessus de Xlib. Ah, puis après vous avez des tas d'autres toolkits, comme on dit aujourd'hui. Donc je sais pas, la GTK pour la GNOME, FLTK, vous avez même Qt. Alors, WXWidget, ça c'est la couche, c'est le toolkit pour Windows. Et puis Cocoa, c'est la toolkit pour Mac. Voilà, donc il y a des objets différents, comme vous avez peut-être eu l'occasion d'observer. Ces choses-là n'ont pas tout à fait la même apparence. Un bouton Macintosh, ça n'a pas tout à fait la même tête qu'un bouton, je sais pas quoi, GTK, ou qu'un bouton Qt, ou qu'un bouton Windows. Bon, n'empêche que la plupart du temps, ça ne perturbe pas trop les utilisateurs. Les boutons, ils ont toujours des têtes de boutons. Quand vous cliquez dessus, il y a des espèces de pseudo-effets 3D pour vous faire croire que vous avez bien appuyé sur le bouton. Voilà. Et l'idée de ces toolkits, c'est surtout ça qui est important, bah, c'est aussi d'uniformiser la représentation des objets. C'est-à-dire, si on vous laissait programmer de base, par exemple en Xlib, et rien d'autre, bah, les boutons, vous devez les programmer intégralement. Bah, vous allez programmer intégralement aussi l'apparence des boutons. Alors ça devient complètement fou. Pour chaque, il faut uniformiser ces choses-là. Donc la plupart du temps, on va prendre une toolkit qui va bien. Alors, vous voyez tout de suite le problème, c'est que sous Unix, vous avez le choix des toolkits pour programmer, qui est indépendant du choix du Window Manager. Donc vous pouvez commencer à faire des mélanges un peu bizarroïdes. Hein. Parfois sous Unix, vous pouvez être surpris. C'est déjà nettement moins le cas que vous soyez sous Windows ou sous Mac. Hein. Normalement, si vous voulez vraiment faire des choses qui ne sont pas uniformes, c'est-à-dire sortir du monde, par exemple pour Mac, Cocoa, Aqua, Quartz, faut vraiment le vouloir. Hein. Pareil sous Microsoft. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette uniformité. Hein. Ça permet de rendre les choses, disons, assez agréables à l'utilisateur. Bon, voilà à quoi ça ressemble, Aqua, Quartz. Bon, c'est une vieille capture d'écran, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement moderne, mais c'est pas très grave. Ça ressemble à ça. Donc vous avez une fenêtre. Alors, peut-être je vais dire deux mots sur les choses, réellement ce que sont les choses, mais il faut se méfier. Hein. Ce que vous voyez là, donc je ne sais pas quoi, là ici j'ai un terminal, et puis ici j'ai une fenêtre de navigateur. Alors, il faut faire très attention, c'est ambigu là ce que je suis en train de dire. C'est une fenêtre du navigateur, bien sûr en tant qu'utilisateur, c'est la fenêtre du navigateur. Le problème c'est que pour le système de fenêtrage, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fenêtre? C'est pas clair du tout. Hein. Alors, vous dites, ok, là-dedans c'est mon navigateur internet, alors j'ai fait exprès, j'ai pris le navigateur natif de Mac, qui est Safari. Bien sûr en tant qu'utilisateur, on se dit, cet espace-là qui est sur l'écran, donc qui va de ce point-là, ici, au point qui est un peu caché là, mais en bas à droite, vous vous dites, ah bah oui, ça c'est la fenêtre du navigateur. Donc tout ça c'est piloté par l'application. D'accord? L'application est maître des affichages et des interactions qui se situent dans cette fenêtre. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure du système de fenêtrage. Alors ma réponse est non, c'est pas ça. La fenêtre du navigateur n'est pas là. La fenêtre du navigateur, elle va de ce point-là, là,
la zone blanche, point en haut à gauche, à la zone qui est blanche ici, mais je dois exclure, très probablement, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, mais, la scroll bar qui est à droite. Alors pourquoi? Parce que le titre, si vous voulez que pour toutes les applications, les barres de titre se ressemblent, il ne faut pas laisser le programmeur s'en occuper. Il faut lui donner un moyen de créer une barre de titre et faire en sorte que cette apparence soit la même pour toutes les applications. Donc une application dit, crée-moi une barre de titre avec ce titre-là. Et le système, alors quel système? Le gestionnaire de fenêtres, qu'est-ce qu'il va faire quand vous créez une application? Il vous réserve, donc vous dites je veux une application, je ne sais pas quoi, je veux réserver un espace de 400 par 400, il vous réserve cet espace blanc là, vous faites ce que vous voulez dedans, mais quand l'application dit je veux aussi un titre, je ne sais pas quoi, Denis Diderot, Wikipédia, il va vous créer la zone qui est au-dessus. Bon, j'ai un peu menti en fait. La coupure devrait être juste en dessous de Denis Diderot, mais peu importe. Mais en tout cas, cette zone de titre ne fait pas partie de l'application elle-même. C'est justement quelque chose qui est à la frontière entre le système et l'application elle-même. C'est quelque chose qui permet à l'utilisateur de déplacer la fenêtre, iconifier, sans que ça concerne directement l'application. Certaines de ces manipulations concernent quand même l'application, comme iconifier par exemple, mais déplacer la fenêtre à l'écran, ça ne devrait pas, ça devrait pouvoir se faire indépendamment de l'application. Ça ne la regarde pas. Pourvu que pour l'application, le coin qui est en haut à gauche, quand elle dessine, c'est toujours le point 00, le reste c'est complètement abstrait pour elle. Que ce point 00 pour l'application soit effectivement, physiquement, en 100, 100 ou en 50, 50 sur l'écran, ça ne devrait pas changer grand-chose. Hein. Donc le Window Manager et le système de fenêtrage, ils font ça. Ils abstraient, enfin ils rajoutent une décoration autour des fenêtres. Vous vous souvenez, je ne sais pas quoi, j'ai déjà parlé des design patterns de décoration, c'est exactement un design pattern utilisé dans les interfaces graphiques. Autour de la fenêtre, on a rajouté une décoration qui est, je ne sais pas quoi, le titre, la zone pour retailler, ce genre de choses. Ça fonctionne de la même manière. Alors là, j'avais pris, je crois, un KDE Linux, toujours pareil, c'est peut-être pas les derniers snapshots qu'il fallait faire, screenshots qu'il fallait faire, mais peu importe. Bon voilà, on a des fenêtres. Simplement, vous reconnaissez, l'environnement est un peu différent. Vous voyez que par exemple, sur Mac, alors ici j'avais une toolbar qui était comme ça, puis j'ai une zone avec une barre de menu en haut et des outils. Pour le KDE, je ne sais pas quelle version que j'avais, etc., mais peu importe. J'avais une toolbar qui, elle, était en bas, comme ça aussi. Bon, les fenêtres sont un peu différentes, il y a des petits arrondis, je sais pas quoi. Pour les manipuler, c'est un peu différent. Hein? Gnome. Voilà. N'empêche que vous reconnaissez des fenêtres. Et la plupart du temps, voilà, vous savez que pour fermer ici, c'est la croix, alors que c'était le point rouge sur Mac. Bon, vous voyez, c'est des petites différences. En plus, pour fermer, c'est en haut à droite sous Gnome, c'est en haut à gauche pour Mac. Voilà. Pour Windows, voilà à quoi ça ressemble. C'était 7. OK? Bon, mais il y a toujours une certaine uniformité. Quand vous êtes sous Windows et que vous ouvrez une fenêtre, enfin vous ouvrez une application qui a une interface graphique, la fenêtre ressemble toujours à ça, à son contenu interne, mais elle a toujours cette barre de titre et ces espèces de décorations autour, là. Hein, il y a une espèce de zone autour, là. Vous la voyez ici? Une petite épaisseur bleue, là, par exemple, qui est utilisée pour retailler la fenêtre, en fait, sous Windows. Bon, ça y est toujours. Pour toutes les fenêtres standards, on va dire. D'accord? Oui, avant, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans les transparents, mais je voulais vous montrer des petites choses sur X11, mais c'est pas grave. Je vais avancer encore, et puis après, je vais revenir sur... je vais vous faire quelques petites démonstrations sur des choses de X11 que peut-être vous ne connaissez pas. Enfin, j'en suis sûr, certains d'entre vous ne le connaissent pas. Peut-être pas tous, mais... Donc, ce qui est important, enfin, en tout cas pour les interfaces graphiques, c'est une chose un peu surprenante. On est dans un monde graphique, on a envie de dire évidemment ce qui guide les choses, ce qui devrait guider le programmeur, c'est de s'intéresser effectivement à beaucoup des aspects graphiques. Alors, ma réponse est ben non, justement. C'est pas parce que vous êtes dans un environnement graphique qu'il faut être tenté de piloter intégralement l'aspect graphique, ou de maîtriser intégralement l'aspect graphique. Sinon, ça vous pose des problèmes. Est-ce que vous savez vraiment, d'un point de vue programmation, dessiner un bouton correct
qu'il soit représentable correctement à l'utilisateur? Bah, probablement non, ou l'effort va être trop grand. Donc justement, quand vous créez un bouton, vous avez juste ce que vous souhaitez faire plutôt, c'est vous intéresser aux aspects logiques de l'interaction de ce bouton qui a bien une représentation graphique, mais que pour le coup, vous avez délégué à la toolkit. Vous vous intéressez pas à savoir comment la toolkit dessine votre bouton. Ce qui vous intéresse, c'est simplement l'interaction logique de ce bouton avec votre application. Donc la plupart du temps, il ne faut pas se préoccuper des aspects graphiques. Il y a des tentations extrêmement grandes de dire par exemple, ah, j'aimerais bien que cette zone d'affichage se fasse dans tel texte que je veux afficher, se fasse en 18 points. Comment vous savez qu'il faut utiliser une police de caractère 18 points? Ça, c'est une mauvaise idée. Hein. Pourquoi c'est une mauvaise idée 18 points? Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vue et qui ne peuvent pas lire les polices 18 points. Et vous savez bien que maintenant dans vos systèmes, alors vous ne les utilisez pas comme ça, mais dans la plupart de vos systèmes, vous avez des mécanismes dits ce qu'on appelle d'accessibilité, qui permettent à des gens qui ont des déficiences visuelles, mais pas seulement gestuelles aussi par exemple, des gens qui ont des handicaps, eh bien d'interagir quand même avec les ordinateurs. Alors quelqu'un qui a des problèmes de vue et qui ne peut pas distinguer les polices 18 points, si vous faites une application dans laquelle vous imposez à ce que la police de caractère soit 18 points, c'est mort. Cette application ne peut pas être utilisée par quelqu'un qui a des déficience visuelle. Si vous imposez que le délai entre deux clics ou pour tel geste, ça doit être un dixième de seconde, il y a des gens qui ont des problèmes musculaires et qui ne peuvent pas le faire. Donc il faut ralentir le double clic par exemple. Mais ça, si vous imposez ça à l'intérieur de votre application, ça ne va pas le faire non plus. Donc, le système de fenêtrage, les window managers et les toolkits, ils ont des mécanismes internes qui permettent justement de laisser à l'utilisateur final le choix. Vous savez bien que dans vos préférences système, vous pouvez décider quelle est la vitesse de déplacement de la souris, je sais pas quoi, éventuellement la police par défaut, pour les menus, les couleurs, hein, et aussi tous les problèmes des gens qui ont... je vais arriver les daltoniens qui ont des problèmes de distinction des couleurs. Donc afficher quelque chose, je ne sais pas quoi, pour les daltoniens, hein, c'est le grand classique, pas pour les daltoniens ordinaires. Vert et rouge, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il ne faut pas se préoccuper de ce type d'aspect graphique. Est-ce que vous savez que tel bouton doit être affiché en haut à gauche? Bah pas du tout. Là, il n'y a aucune raison que vous sachiez ça. Hein, en tout cas, trop. Donc, la plupart du temps, ce dont il faut se préoccuper, ce ne sont pas des aspects graphiques eux-mêmes, mais des relations logiques qu'il y a entre ces différents objets graphiques. Donc, j'insisterai sur ces points-là à différents moments. Bon, bien sûr, pour créer une interface graphique, il y a quand même des règles à suivre. Par exemple, voilà, disons, il y a des choses qui sont interdites, ou disons qui ne sont pas conseillées. On ne peut pas vous empêcher de le faire, bien sûr, mais... il est tout à fait déconseillé de le faire. Par exemple, vous pouvez regarder dans toutes les applications normalement constituées sur une machine. Bah, par exemple, là, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans? Ouais, prenons ça. Donc ici, vous avez une icône, hein, avec du texte qui lui est associé. Bah, vous voyez qu'il y a un espace entre l'icône et le texte. Vous voyez aussi qu'il y a un espace entre l'icône et le bord de la fenêtre. Entre cette icône et puis ce bord de la fenêtre aussi, puis en bas, enfin ce genre de choses. Ça vous paraît anodin, mais c'est spécifié dans des règles. Si vous voulez que votre application ait un aspect visuel raisonnable et agréable, eh bien, par exemple, dans toutes les interfaces graphiques, je n'en connais pas une seule, d'ailleurs il n'y en aura jamais une seule probablement, qui vous dira qu'il est conseillé, enfin que vous êtes autorisé. Alors, il faudrait que je précise ce que signifie autorisé, mais à coller cette icône contre le bord. On ne fait jamais ça. Il y a des raisons, hein, des raisons d'ergonomie et de physiologie à ne pas faire ce genre de choses. Il faut toujours un espace. Hein, pareil, alors quelle est la taille de cet espace? Ça, c'est très dépendant de l'environnement. Il y a des espaces dans lesquels on considère que c'est plus joli que ce soit, je sais pas quoi, 13 pixels, et dans d'autres c'est 11, j'en sais rien, mais... Il y a des règles à suivre si vous voulez vraiment faire une application avec une bonne ergonomie. La distance qu'il y a entre ces icônes est probablement conseillée quelque part. Dans quoi? Dans des guides, c'est-à-dire fournis avec tous ces
avec tous ces ouvrages là qui vous décrivent, je sais pas quoi, le protocole, le Window Manager, le machin, le truc. Il y a aussi des règles d'ergonomie qui sont fournies. Bon, je ne sais pas s'il faut que vous les lisiez, mais elles existent. Voilà. Vous pouvez chercher ces documents, ils existent. Donc, par exemple, si vous voulez écrire une application qui est bien conforme à KDE, c'est du travail. Hein. Il ne suffit pas juste d'ouvrir une fenêtre et d'afficher un bouton. Hein. Pour que ça réagisse intégralement, par exemple avec ce que j'ai appelé l'accessibilité, donc qui vous permet d'agir correctement avec... d'interagir plus facilement avec des modes d'interaction variés pour des gens qui seraient handicapés, eh bien, c'est décrit dans KDE. Donc il faut fournir par exemple des raccourcis clavier pour les grandes fonctions standards. Ah oui, donc il ne faut pas seulement créer un bouton, il faut créer un raccourci clavier. Puis il y a des techniques pour créer ces raccourcis clavier corrects. Il ne faut pas décider que O, ça servira à faire je ne sais pas quelle opération. O, en français, c'est réservé à ouvrir. Donc, toutes ces règles, bien sûr, hein, vous pouvez vous affranchir de ces règles, mais faites attention, si vous faites ça, eh bien, vous ne vous plaignez pas si vos utilisateurs jettent votre application à la poubelle. Hein. Il ne faut pas trop le perdre. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez aussi une partie des API qui parfois, ou des outils, là j'ai mis API, mais il n'y a pas que les API qui vous permettent de ne pas trop se préoccuper de ces règles. Mais parfois les API ou les outils vous permettent, vous facilitent la vie justement en vous imposant ces règles. Donc par exemple, pensez à un outil qui vous permet de fabriquer des interfaces graphiques non pas par programmation, mais simplement par manipulation. Hein, vous avez déjà certainement eu affaire à ça. Donc attention, petit point, ici je ne ferai pas ça. Au contraire, je ne vais que programmer à la main les interfaces graphiques. Utiliser des outils, je m'en fiche royalement. D'ailleurs, si vous vous contentez simplement de faire des interfaces graphiques uniquement avec des outils, vous allez aller droit dans le mur. Hein. Dès que vous allez vouloir faire des interfaces graphiques un peu compliquées, vous allez avoir des problèmes. Parce que si vous ne savez pas quel est le code, souvent ces outils génèrent du code. Si vous avez des soucis, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les interactions avec l'utilisateur en mode graphique ne sont pas toujours suffisamment évoluées, donc il n'est pas toujours facile d'exprimer des particularités qu'on souhaite, notamment avec des outils. Donc si vous fabriquez une interface graphique avec des outils graphiques, sachez que vous n'arriverez pas à exprimer tout ce que vous souhaitez et qui pourrait être compliqué. Donc de toute façon, de temps en temps, il faudra remettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire il faudra regarder le code qui a été généré par ces outils. Alors si vous ne savez pas à quoi correspond ce code, ça va être dur. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le code. Après que vous utilisez des outils, ce sera votre souci. Mais pour bien utiliser un outil, il vaut mieux savoir quel est le code, à quoi peut ressembler éventuellement le code qui sera généré. C'est mieux. Hein, ça vous permettra de maîtriser ces choses-là. Donc les API ou les outils, hein, quand vous utilisez des outils, par exemple, quand vous essayez de mettre deux icônes trop collées, certains outils vous disent non, enfin je sais pas quoi, ils vous guident en vous suggérant une place correcte dans la toolbar ou je sais pas quoi, enfin je ne sais pas quel outil vous avez utilisé, mais si c'est le cas, vous avez certainement déjà vu ce genre de choses. Donc en général, dans votre application, ce qui est plus intéressant, hein, c'est de vous focaliser d'abord et essentiellement sur les aspects, abstraits ou logiques. Hein. Comment ces objets-là vont réagir les uns avec les autres et avec l'application. Ça n'a aucune importance, ça ne devrait avoir aucune importance que votre bouton soit situé en haut à gauche ou en bas à droite. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour l'application elle-même, si c'est un bouton qui permet de fermer l'application, ce qui est important, c'est la fonctionnalité fermer l'application. Ce n'est pas où est le bouton, de quelle couleur il est et de quelle taille il est. Ça, c'est des choses qu'on peut déléguer ou qu'on peut renvoyer à plus tard. Je ne dis pas que c'est un travail négligeable, un travail d'ergonomie est un travail important, mais si vous avez une bonne conception, si vous êtes essentiellement focalisé sur les aspects abstraits ou logiques de votre interface, alors on peut déléguer ça à plus tard. C'est pas grave, il y a des gens dont c'est le métier hein, de faire ces choix-là. Bon. Alors, avant de faire ça, peut-être que, puisque là je vais rentrer dans un mode de programmation, mais même s'il est très élémentaire, je vais peut-être vous montrer 2-3 petites choses sur X11. Hein, je vous ai promis de faire ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, X11 c'est un environnement très particulier.
laisser faire comme ça, c'est pas grave. Alors je vais juste vous montrer... Oui, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire la manip sur Mac. Donc, ah oui, bah vous voyez pas. C'est raté. Donc ici, j'ai affaire à un Mac. On va voir, je fais pas de bêtises. Ok, c'est bon. Hop, hop, hop. Alors, il y a des particularités déjà hein, sur le système Mac. Une particularité qui peut surprendre pour ceux qui passent d'un monde Unix Windows au monde Mac, c'est que les applications elles-mêmes, si vous regardez bien la barre de menu des applications, dans la plupart des applications vous avez des menus, hein, bah, la barre de menu des applications sur les applications graphiques Mac ne sont pas contenues dans la fenêtre. C'est-à-dire que ça, c'est bien une application qui émule un terminal, hein, comme dans, je sais pas quoi, votre Linux préféré. Simplement, vous remarquerez qu'il n'y a pas de menu. En fait, le menu, il est là-haut. Donc, vous voyez que c'est une particularité. Ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les toolkits, les machins comme ça, quand vous créez un menu sur Mac, bah, automatiquement, vous dites « je veux créer un menu », puis le gestionnaire de fenêtre va être capable de placer ce menu à un endroit spécial. Pour la plupart des autres interfaces graphiques, c'est une particularité du Mac, hein, historique, mais qui se défend. Je vais vous donner un argument pour défendre cette façon de voir les choses. Et bien c'est comme ça, sur Mac, quand vous créez un menu, il est forcément placé dans la barre principale là-haut. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça sur Mac, par exemple? Donc si je lance une autre application, j'en sais trop rien, n'importe quoi d'autre. Si je lance mon navigateur, hein, c'est pareil. Si je lance mon navigateur, il n'a pas de menu en interne, mais vous voyez que sa barre de menu, elle est là-haut. Et elle ne bouge pas, hein, elle est toujours là-haut. Alors, ce que vous allez pouvoir comprendre de ça, c'est que à chaque fois que j'utilise donc évidemment à un instant donné, il n'y a qu'une seule application avec laquelle j'agis directement. Hein, il y a toujours une seule application. Alors, il faut se méfier. J'ai envie de dire en avant-plan, mais c'est effectivement en avant-plan graphique. C'est pas le mode avant-plan ou arrière-plan des systèmes, background, foreground d'Unix, c'est pas de ça dont je suis en train de parler. C'est, encore que c'est pas complètement décorrélé, mais à un instant donné, évidemment, ma souris, les mouvements de ma souris sont à destination d'une et une seule application. Sinon, ce serait problématique. Si quand je bouge ma souris, je ne sais pas à quelle application ces mouvements s'adressent, j'aurai un problème. Alors, quand vous avez plein de fenêtres sur l'écran, et que vous bougez votre souris, vous êtes en train de vous poser la question, tiens, c'est laquelle d'application avec laquelle je suis en train d'agir? Bon, sur un système comme Mac, c'est facile, c'est que si vous êtes en train d'agir avec cette application-là, alors son menu est là-haut. Et comme le menu est toujours là-haut, vous voyez immédiatement avec quelle application vous êtes en train d'agir. Si je clique sur la fenêtre Safari, donc je suis en train d'agir avec Safari, vous voyez que immédiatement le système a remplacé le menu de l'application terminale par le menu Safari. Oui, oui, il passe en premier plan, exactement. Hein, d'accord? Alors, évidemment, ici, visuellement, on le voyait déjà. Mais si j'ai deux fenêtres comme ça, c'est déjà nettement moins clair laquelle est devant, hein, si j'observe rapidement. Bon, j'ai d'autres petits trucs qui me permettent de le voir, c'est qu'ici, je ne vois pas les boutons ne sont pas actifs, mais... Bon, tout ça, ça vous paraît anodin, anecdotique ou je sais pas quoi, mais c'est des choses qui ont été pensées longuement, etc. Il y a des gens qui travaillent sur cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur se rende compte que c'est cette application-là qui est en avant-plan ou pas hein, donc c'est un vrai travail. Il y a des gens qui sont employés à faire ça. Hein, il y a des ergonomes, ce ne sont pas des informaticiens, voilà, ou des designers si vous voulez, enfin des designers graphiques. Bon, c'est pas très grave. Donc là, en tout cas, ce que vous voyez sous vos yeux, ébahis, c'est l'interface du Mac. Alors je peux lancer, par exemple, il se trouve que mon Macintosh c'est en fait un Unix, donc je peux lancer une application X11. Donc il y a un support. Il y a un support de X11 sur Mac. Voilà. Donc vous voyez, j'ai lancé. Alors, il se trouve que le support de X11 sur Mac, en fait, il s'appelle Xquartz, qui veut dire X11 sur Quartz. Quartz, c'est le système de fenêtrage du Mac, donc j'ai un X11 qui est par-dessus Quartz. Donc là, en fait, j'ai deux systèmes graphiques qui cohabitent. Alors, il faut faire attention, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils cohabitent? En fait, il n'y a qu'un seul système de fenêtrage, hein, c'est bien Quartz. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un a écrit une application
qui interprète le protocole X et puis disons, traduit ces ordres graphiques eh bien, en ordre quartz. Donc j'ai simplement, un X11 sur du quartz. Alors, la chose qu'on peut observer, c'est quoi? C'est simplement un Xterm. Hein. Donc j'ai une application Xterm qui est une application standard de X. La plupart des applications X, standard, hein, je parle, hein, de base, elles sont toujours préfixées par X. Donc Xterm, c'est un terminal, c'est un émulateur de terminal sous X11, sous X window. Ok? Ah. C'est mieux? Il doit y avoir un faux contact, c'est pas très grave. D'accord? Oui, quelle est la particularité de X11? Alors vous voyez que ici, alors il faut faire attention, c'est un vrai X11 que j'ai. Il est simplement au-dessus de quartz. Donc ça veut dire que j'ai non seulement X11, mais au-dessus j'ai un système de, j'ai un gestionnaire de fenêtres. Un gestionnaire de fenêtres, je vous rappelle, le premier effet visuel auquel vous avez affaire pour les gestionnaires de fenêtres, c'est d'offrir de la décoration par-dessus les fenêtres. Ma fenêtre externe, pour l'application externe, son contenu, c'est uniquement la partie blanche. D'accord? La partie qui est là, c'est de la décoration rajoutée par le gestionnaire de fenêtres. Alors, là, il y a une particularité, c'est que vous allez dire, ah oui, mais cette fenêtre, en fait, elle ressemble aux fenêtres Mac. Hein, c'est normal, la barre de titre qui est là, hein, que vous avez vue tout à l'heure, quand je l'active, elle n'est pas différente de celle-ci. Hein? Pas très différente, on va dire. Ok? Il y a les trois mêmes boutons dans le même ordre, c'est le même gris, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Alors méfiez-vous. Le gestionnaire de fenêtres qui est employé ici, sous l'environnement X11, qui est par-dessus mon environnement Mac, c'est un gestionnaire de fenêtres qui me fait comme si c'était une décoration Mac. Il refait des effets graphiques compatibles Mac. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme je suis sous X11, ça ne devrait pas être trop difficile de changer ce Window Manager. D'accord? Alors comment est-ce que je vais faire? Alors je vais quitter l'application X11 et puis je vais me mettre un autre Window Manager. Ouais, je vais le quitter. Est-ce que j'ai un Xinit? Ah, bon alors je ne vais pas vous faire un cours de X. C'est un peu pénible. Tiens, j'ai un hold, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ouais, on peut faire ça. Alors, bon, la plupart du temps, hein, vous utilisez des applications spécifiques pour configurer vos environnements graphiques. Hein. Mais en fait, ces applications, qu'est-ce qu'elles font? Elles modifient des valeurs dans des fichiers de configuration plus ou moins barbares. Donc c'est devenu, oui, sous Linux, je vais dire que c'est devenu quasiment obsolète. Plus personne ne fait ça à la main. Mais sachez que tout ça peut être intégralement contrôlé via des fichiers de configuration. Quand vous démarrez votre environnement, j'en sais trop rien, mais quand vous démarrez vous connectez via votre login sur votre environnement graphique sous Ubuntu, je sais pas quoi, bah, je sais pas, vous avez un navigateur qui s'est lancé, votre mailer et votre machin. Et puis une toolbar à gauche, j'en sais trop rien, enfin vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire que votre environnement de travail par défaut, quand vous vous connectez, il a une certaine tête, il y a des applications placées ici et là, qui sont ouvertes, iconifiées, je sais pas quoi. Bah, ça se contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers de configuration qui disent « Ah, tiens, quand on va initialiser l'environnement graphique pour tel utilisateur, eh ben on va lancer telle et telle application à tel et tel machin. » Donc par exemple, alors il y a plusieurs modes dans X11 pour le faire, mais par exemple, vous avez un fichier qui s'appelle xinitRC, donc qui, comme son nom l'indique, correspond à l'initialisation de X. RC, c'est un ancien suffixe qui était utilisé pour dire run command, pour dire que c'est un script, et dans lesquels vous mettez des commandes. Alors regardez les commandes que j'ai indiquées ici. En fait, ça veut dire que quand je vais lancer mon environnement X, si j'ai un fichier .xinitRC dans mon répertoire, il va l'initialiser grâce aux commandes qui sont là, normalement. Et si ce fichier n'est pas présent, il y a un xinitRC par défaut dans le système, voilà, et dont vous avez vu l'effet, ça m'a lancé un Xterm. Bon.
Alors voyons voir ce que c'est que ce Xliterc. En fait, il me lance 3 applications. TWM, Xclock et Xterm. Donc TWM, ça c'est un nom que j'ai employé tout à l'heure, ça fait partie de la liste des Window Managers. Donc en fait, par défaut, le Xliterc, qu'est-ce qu'il faisait sur mon Mac? Eh bien, il me lançait un Window Manager qui était simplement qui simulait les barres de titres Mac. Là, je vais en mettre un autre. Ça me plaît pas, j'ai envie de mettre TWM, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est un peu primitif. Et puis, j'aime bien, quand je lance X11, avoir l'horloge et puis un terminal. Alors, moins name JB, ça devrait avoir un effet trivial et qui devrait être simplement de changer la barre de titre. Si je ne me suis pas trompé. Ah, voilà. Alors, vous voyez, alors c'est pas forcément très visible, mais vous voyez ce qui est apparu en haut là. Il y a un petit rectangle vert dans lequel c'est écrit Xclock. Alors, quand j'ai initialisé l'environnement X, qu'est-ce qui s'est produit? Ce script a été déclenché, donc bien sûr on initialise les périphériques, enfin les drivers, les pilotes pour la carte graphique, etc. Enfin tout ce qui va bien, donc entre guillemets l'appel à Xquartz, etc. On initialise l'environnement graphique, et puis ensuite on lance les applications dans l'ordre où elles ont été déclarées dans Xliterc. Dans Xliterc, j'ai dit TWM. Alors TWM c'est quoi? C'est un Window Manager. Donc là il y a un Window Manager qui s'exécute. Et je vous rappelle, le Window Manager, il fait quoi? Chaque fois que vous tentez d'ouvrir une fenêtre, il va essayer d'afficher de la décoration autour. Il va la décorer. Donc mon Window Manager TWM, il a un mode de fonctionnement un petit peu particulier, cette version-là, enfin tel qu'il est paramétré. C'est qu'en plus, dans TWM, quand vous ouvrez une fenêtre, il vous demande où est-ce que vous voulez la placer. Il ne vous l'ouvre pas. Il dit où est-ce que vous voulez la placer sur l'écran. La plupart du temps, quand vous lancez des applications, elles s'ouvrent un peu n'importe où sur l'écran. Ici, TWM, il ne fait pas le choix pour vous, il vous demande. Donc si je veux la placer, donc là il m'invite à le faire en fait quand j'ai le Xclock. Vous voyez, quand j'ai cliqué, voilà, il m'a demandé les différentes applications. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'ouvre un Xterm de plus, c'est pas très grave. Mais voilà à quoi ça ressemble TWM. Vous voyez que c'est un peu primitif. Bon, il m'a ouvert une fenêtre de plus que ce qui était prévu, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde comment fonctionne le script système, mais ça n'a aucune importance. Voilà, donc j'ai Xclock ici, j'ai un Xterm, ça c'est celui que j'ai demandé, il s'appelle JB. L'option moins name, elle permettait de contrôler ça. Puis j'ai un autre Xterm, je ne sais pas d'où il sort, mais c'est pas très grave. Le principe est le bon ici. Et surtout, ce que vous observez, c'est que ce sont bien des fenêtres, simplement leur décoration est différente. Parce que là, je suis dans X11 qui utilise un Window Manager qui est particulier, qui est TWM. Alors les Window Managers, bien sûr, je ne sais pas ce qui va se passer si je le tue ici. On va voir comment est configuré l'environnement. Je devrais le voir. Vous voyez, j'ai une application qui s'appelle TWM qui tourne. On va voir ce qui se passe si je tue TWM. On va faire un coup de terme. Alors c'est quoi? 8793. Voilà ce que j'ai quand je tue TWM. Ça ne tue pas les applications. Ça tue l'application qui était responsable de la décoration. Les décorations disparaissent. Alors ça c'est ennuyeux, parce que si je fais disparaître les décorations, c'est que je fais disparaître tous les trucs qui me permettaient de déplacer les machins. Donc peut-être elles sont collées là. Elles ne bougeront plus. D'accord? Bon, je pourrais m'amuser à en lancer un autre si je veux relancer un Window Manager. Alors je crois qu'il s'appelle Aqua, je sais pas quoi. Aqua VM, on va essayer. Non, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que j'en ai un autre WM? Je ne suis pas sûr que j'en ai beaucoup. On va regarder. Ah, c'est le Quartz WM. Bon, je peux relancer l'autre. Donc vous voyez, ces applications, je vais relancer le Window Manager par défaut. Pourquoi il n'a pas voulu? Oui, évidemment, j'ai mal orthographié mon machin. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai des applications qui tournent, et puis je change de Window Manager, la décoration ne me plaît pas, j'en prends un autre. C'est tout à fait possible de faire ça. Alors attention, si vous tentez ce genre de manip sur votre Linux, il se trouve que les environnements sont plus riches, donc il faut faire attention, il n'y a pas juste un Window Manager, il y a plein de trucs qui tournent autour. Mais regardez, reportez-vous à Internet pour savoir comment passer dans un mode, disons, un peu primitif de X11 et pour jouer avec.
le risque de casser est extrêmement faible. Hein. Au pire, vous vous retrouvez dans des environnements graphiques très primitifs, mais hein, vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté. Si j'ai plus de Window Manager, je peux le relancer en un autre. Voilà. Donc là, les applications, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les applications n'ont rien vu. Il y avait des applications qui s'exécutaient, la décoration qui est autour a été modifiée sans même qu'elles s'en soient aperçues. Il y avait même parfois pas de décoration. J'ai enlevé le Window Manager, je l'ai remplacé par un autre. Donc ça, c'est l'intérêt déjà du découplage entre système de fenêtres, Window Manager, et puis, disons, les applications. OK? Alors, il y a une autre chose qui est intéressante avec X11, c'est le fait, je vous dis, que X11, c'est un protocole réseau. Alors, on s'en sert quasiment plus comme ça, de X11, mais ça marche toujours. Qu'est-ce que j'entends par protocole réseau? Bah, c'est bien que, en fait, quand vous demandez à faire des affichages ou à recevoir des interactions depuis l'utilisateur, des déplacements de souris, machin, ça passe à travers de la communication réseau, autrement dit à travers des sockets. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'une application, l'intérêt de X11 en fait résidait là, c'est que ces machins-là sont nés à une époque où on n'avait pas nécessairement beaucoup de puissance CPU à disposition pour les ordinateurs, disons, individuels ou de bureau. Et les environnements graphiques commençaient à exister, enfin à se répandre. Et donc on interagissait quand on voulait faire des calculs compliqués, notamment des calculs, je sais pas, par exemple des calculs graphiques, mais pas nécessairement. Là, il fallait interagir avec des ordinateurs distants. Hein, on s'adressait à un centre de calcul qui était capable de, qui eux avaient les moyens d'acheter des gros ordinateurs avec lesquels on pouvait communiquer. Le problème, c'était effectivement la question des affichages. Et X11, il vous permet de faire ça, c'est-à-dire de séparer l'endroit où l'application s'exécute de l'endroit où elle s'affiche. Donc vous pouvez avoir une application qui s'exécute, je ne sais pas où, en Australie, sur un ordinateur caché, et puis, via Internet, de faire en sorte que ces affichages, eux, se produisent ici. Simplement, il suffit que le canal de communication soit établi entre les deux machines, qu'un canal de communication soit établi entre les deux machines, du X11. Alors je vais juste vous faire l'exemple. Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, on va voir si mon environnement est bien configuré. Est-ce que j'ai du 12-24 ici? Bon, j'ai fait une fenêtre plus grande. Je vous passe les détails aussi de X11 et la façon dont on configure les propriétés des applications, mais il y a tout un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de ressources, où on peut décrire par défaut ce qu'on veut. Vous voyez, si j'aimerais bien ouvrir un terminal et qu'à chaque fois qu'il s'ouvre, il soit, je sais pas quoi, en gros, fond rouge, police bleue, et je sais pas quoi, que la scroll bar soit placée à droite, ou j'en sais rien. Bon, on peut faire ce genre de choses via ce qu'on appelle des fichiers de ressources. Est-ce que j'en ai là, d'ailleurs? Tiens, on va voir. Ouais. Voilà, j'ai des fichiers de ressources comme ça, oui, où je décris ce que je veux des applications. Alors je veux que, par défaut, pour mes Xterm, il y ait une scroll bar. Si j'enlève cette valeur-là, dans celui-ci de configuration, quand je lance un Xterm, eh bien, j'aurai pas de scroll bar. Bon, voilà. Les applications se configurent via des fichiers de ce qu'on appelle des fichiers de ressources. Donc on externalise ces choses-là. C'est important aussi de comprendre ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure que quand on écrit l'application, on ne doit pas se focaliser sur les aspects graphiques, c'est parce que justement, vos toolkits, enfin toutes les couches logicielles dont je suis en train de vous parler, elles vous permettent de réaliser ça. C'est-à-dire qu'après, je décide si je veux une scroll bar ou pas. Mon application est capable de gérer une scroll bar. Je décide si je la veux, de quelle couleur je veux qu'elle soit, de quelle taille je veux la police. Vous voyez que l'application Xterm ici, c'est la même, simplement elle s'affiche en gros. Mais ce n'est pas piloté à l'intérieur de l'application elle-même, c'est simplement la couche graphique. Quand je l'ai lancé, cette application Xterm, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai demandé à ce que la ressource pour la police, ce soit la police 12x24. Bon, il l'a utilisé. Mais ça n'est pas codé à l'intérieur de l'application. Hein? L'application Xterm, elle utilise toujours la même chose, elle a une espèce de grille où elle peut afficher des caractères, et elle le fait indépendamment de la taille des caractères. D'accord? Bon, ça permet de faire ça. Alors, je vais revenir sur mon histoire de X11.
Comment il faut que je fasse la manip? Je crains que ça ne marche pas avec mon X11 ici parce qu'il ne doit pas être réseau, enfin je dois être protégé. Alors on va voir si ma machine virtuelle est redémarrée. Est-ce que ma machine virtuelle... Ouais, très bien. J'espère... Attendez, je vais en lancer une autre. Je vais faire une manip un peu compliquée. Donnez-moi quelques secondes. Je sais que celle-là marche. Donc là, je vais un peu accumuler les manips logiciels, mais je vais faire un dessin après pour vous montrer que on a fait quelque chose d'assez compliqué. Donc là, ok, je me retrouve sous un Linux, très bien. Ah oui, alors il faut peut-être que j'active mon réseau. J'espère que je vais avoir le réseau, parce que si j'ai pas le réseau, ouais, c'est bon. Alors, ok. Qu'est-ce que je vais faire comme manip? Je vais prendre mon terminal. Donc ok, là je suis sous un environnement X11. Hein. Donc là je suis dans un Linux. Bon ok, il est au-dessus de mon Mac, mais ça n'a aucune importance. J'utilise une machine virtuelle pour faire ça. Mais là c'est un Linux pur, ordinaire. Simplement il utilise, je crois c'est Unity, pour l'environnement graphique. Bon, il y a du X11 avec des tas de trucs, un Window Manager adéquat, et puis des tas d'outils bizarroïdes cachés derrière. Mais il y a quelque chose qu'on devrait voir apparaître quand on utilise des X11. Alors je suis désolé, je ne suis pas un grand spécialiste. Est-ce que quelqu'un connaît le raccourci pour agrandir la police sur un... Je ne peux pas le faire comme ça. Pour mon terminal. Il n'y a pas un grand spécialiste d'Ubuntu là? Je ne peux pas le faire comme ça? Pardon? Si j'ai une fenêtre ouverte, je peux pas agrandir la... Je peux pas la zoomer? Parce que si je fais redimensionner, il va juste retailler la fenêtre, mais il ne me retaille pas la police, non? Contrôle moins? Ah! Alors contrôle plus. Merci. Ouais! Géant. Ok. Alors, en fait, là, la commande que j'ai affichée, c'est un truc particulier, c'est que, bon, dollar quelque chose, vous savez que sous Unix, en tout cas sous l'échelle, ça représente une variable d'échelle, une variable d'environnement d'échelle. Alors, quand vous êtes dans le mode X11, en fait, vous avez une variable particulière qui s'appelle display. À quoi sert cette variable display? Eh bien, quand vous lancez une commande X11, une application X11, donc il doit utiliser un affichage, comme je vous l'ai dit, on distingue l'endroit où cette application s'exécute de l'endroit où elle s'affiche. Donc comment l'application sait-elle où est-ce qu'elle doit s'afficher? Eh bien c'est via cette variable display. La variable display permet à toute application X de savoir où est-ce qu'elle va s'afficher. Donc quand vous lancez une application, elle consulte la variable display, enfin le système X11 consulte la variable display, et puis déclenche toute la mécanique qui va consister à établir une socket vers la destination, blablabla. D'accord? Alors là, le contenu de la variable display, c'est 2.0. Vous allez dire, c'est pas très parlant. Mais en fait, ce que ça veut dire ça ici, ça veut dire, comme il y a 2 points avant, ça veut dire que c'est la machine locale. D'accord? Et puis 2.0, en fait, la syntaxe complète pour les displays de X, c'est nom ou adresse, 2 points, un numéro, point, un numéro. Alors ça doit représenter le serveur X, et ça c'est l'écran du serveur. Alors le mode, pardon, le X11, le modèle qui est caché derrière X11, donc c'est un modèle client-serveur. Hein. Donc ça veut dire quoi ça? La première chose, donc j'oublie ça, mais ça veut dire que vous voulez que votre application
réalise ses affichages sur un certain serveur, dont le nom est ici, et que sur ce serveur-là, vous voulez parler à tel environnement graphique. Donc le serveur X est une application, X11 c'est une application. Si vous regardez sur votre Linux, vous allez trouver un X11 qui tourne quelque part, donc c'est un serveur. Hein, et quand vous voulez vous adresser à ce serveur, vous allez le nommer via un numéro. Donc vous pouvez avoir autant de serveurs X que vous voulez sur une machine, c'est tout à fait possible. Et il se trouve qu'un serveur X est capable de gérer plusieurs écrans physiques. Je ne connais plus la limite, mais je crois que c'est 4, le modèle standard de X. Donc ça, c'était, je vous parle d'une époque lointaine où les cartes graphiques ne géraient pas des écrans gigantesques, des définitions gigantesques. Donc qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là quand on voulait des grands environnements graphiques? On achetait 4 écrans, par exemple, on les superposait joliment dans une jolie boîte, et puis on se débrouillait pour que les choses s'affichent correctement. On faisait des murs d'images, entre guillemets. Hein, bon, c'était pas très... Hein, voilà. Donc on pouvait choisir quel était l'écran auquel on voulait s'adresser. Donc quand je mets en fait 2.0, ça c'est la valeur minimale qu'on met pour une variable display, ça veut dire en gros localhost et serveur local. En général, il n'y a qu'un seul X11 sur votre machine. Hein, voilà. Alors, ça veut dire que si je change cette valeur-là, je vais pouvoir réaliser des affichages où je veux. Bien sûr, il faut que je puisse réaliser des affichages sur une machine qui dispose d'un serveur X qui attend que je puisse m'y connecter. Alors voilà comment je vais faire, je vais me débrouiller autrement. Je pense que ça doit passer comme ça, on va essayer. Est-ce que ça passe ça? Ouais, ça passe. Alors maintenant, oubliez toutes les manips que j'ai faites là. Imaginez juste que je suis dans un monde un peu plus simple que ce que j'ai fait, parce que j'ai empilé, je sais pas quoi, des machines virtuelles, des connexions réseau un peu bizarroïdes. Mais vous voyez ici que j'ai un prompt là, donc imaginez que je sois sous un shell sur une machine qui est Nivose. Donc, hein, le prompt m'indique. Donc là, je suis effectivement connecté sur une machine qui est Nivose, qui est là-bas, de l'autre côté, dans le bâtiment de Sophie Germain, au 5e étage, dans une salle cachée. D'accord? Donc là, toutes les manips que je fais sont faites sur Nivose. Hein. Je suis sur Nivose, je fais des machins, je sais pas quoi, voilà, je fais des manipulations. Tout ça, c'est sur Nivose. Bon, alors il râle, ok, bon, peu importe. Hein. Il me dit bien que je suis sur la machine Nivose. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est lancer une application X telle qu'elle s'exécute sur Nivose, mais elle s'affiche ici, parce que moi, c'est ici que je veux voir le résultat. Alors, il suffit simplement que sur Nivose, j'indique un display qui me permette de l'afficher sur mon Linux qui est là. En fait, quand j'ai fait mon SSH, ça s'est fait tout seul. Alors, il a fait un truc bizarre. Je vous passe les détails. Mais, en tout cas, le display qu'il m'a fourni, vous voyez que ce n'est pas un display normal, il ne m'a pas mis 0, hein, il m'a mis 12. Bon, ça, c'est parce qu'il a fait un tunnel SSH bizarre pour faire passer du X11. Donc, je vais essayer de faire le dessin tout à l'heure correct, mais ça ne va pas être facile. En tout cas, si je lance Xterm, donc attention, je suis bien sur la machine Nivose. Je lance Xterm, donc elle s'exécute là-bas, sur la machine qui est là-bas. D'accord? Et quand je la lance, où est-ce que je vois l'affichage? L'affichage s'est produit ici. Il m'a ouvert une fenêtre ici, sur mon Linux, ici. Donc j'ai bien séparé l'exécution de la commande, enfin de l'application, qui continue à s'exécuter là-bas. Là-bas, ici, je suis sur Nivose. Simplement, l'affichage est déporté. D'accord? Comme si, à chaque fois qu'on tentait de faire un affichage sur Nivose, eh ben, on prenait la photo, puis on la transportait ici et on l'affichait là. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Donc vous ne le voyez pas, mais je suis bien sur Nivose, ici, je continue à être sur Nivose. D'accord? Je pourrais lancer je ne sais pas quoi, un navigateur web, si je lance Firefox. Donc je suis sur Nivose, je ne sais pas s'il y a Firefox, on va voir.
Voilà. Si je lance Firefox sur Nivose, bon, il râle parce que je n'ai pas l'environnement complètement propre, mais voilà, il finit par me lancer Firefox ici. D'accord? Mais le Firefox s'exécute là-bas. C'est juste les affichages qui sont là. D'accord? Bon, c'est un peu curieux parce que vous n'avez pas l'habitude de raisonner comme ça, mais sachez que vous pouvez faire ça et que c'est extrêmement pratique. D'accord? Voilà ce que fait X11. Alors simplement ici, hein, c'était un peu compliqué, puisqu'il faut, vous voyez que si je voulais directement m'adresser à mon ligne, donc juste pour, avant de vous quitter, dans quel environnement est-ce que je suis? Donc je suis là sur mon Linux. Bon, il est sur une machine virtuelle, mais ça n'a aucune importance. Donc il est quelque part sur l'Internet avec une certaine adresse. Là, j'ai l'Internet. Donc en gros, ici, j'étais sur Nivose. Et puis mon problème, c'est qu'évidemment, ce que je souhaitais ici, c'était lancer l'application Xterm, de telle sorte que ces affichages se fassent ici via le serveur X qui est là. Il y a un serveur X11 qui est là. Et donc ça, c'est... ici, ce qui va être échangé, c'est le protocole X11. OK? Et puis le X11, bien sûr, quand cette application-là dit « j'ouvre une fenêtre », c'est X11 qui réagit ici, il ouvre une fenêtre, etc. J'affiche un machin, donc voilà. On interagit dans tous les sens. Donc le problème, c'est qu'il faut bien que je m'adresse à cette machine-là, hein, ici. Hein, il faut que j'indique le nom de la machine ou son adresse, et puis le numéro du serveur X. Alors pour des raisons un peu compliquées, là ça va être difficile d'obtenir l'adresse de ma machine, parce qu'en plus c'est une adresse non routable, machin, enfin c'est un truc sur une machine virtuelle, donc c'est pas, je suis pas sûr d'être dans le bon mode. Donc j'ai utilisé une autre astuce, c'est qu'en fait je fais pas passer le protocole X11 directement sur les sockets standards X11. Donc sachez que les ports réservés pour X11 c'est les ports 6000 et puis les suivants. Donc je ne fais pas passer ça sur du 6000, mais j'ai fait quoi? J'ai établi une connexion SSH. Vous avez vu que la manip qui m'a conduit ici, c'était un SSH. Et si vous regardez bien comment j'ai lancé mon SSH, j'ai utilisé l'option -X. C'est une option de SSH qui me permet, ben justement, si j'arrive à établir une connexion SSH, il va faire passer dans cette connexion SSH le protocole X lui-même. Donc en fait, mon protocole X, il va passer là-dedans. C'est ça que fait le SSH-X. Donc ça, c'est pour éviter, parce que là, je suis sûr que je vais être bloqué partout par des routeurs, des machins et des trucs. Comme il est autorisé de se connecter à l'UFR via du SSH, ben, j'utilise le -X pour le faire. Alors c'est un effet un petit peu étrange, c'est qu'évidemment le display est un petit peu bizarre. Le display, c'est juste bizarre parce que pour que ça fonctionne, hein, si je regarde le display que j'ai du coup du côté ici, hein, il me dit pas c'est je sais pas quoi, la machine machin, hein. En fait, c'est l'adresse du SSHD qui est ici. Donc le SSHD, quand j'ai fait l'option -X, voilà, donc il parle en X à ce machin-là, qui lui vous transfère ça, enfin bref. On fait du tunneling, c'est toujours forcément compliqué. Donc à cause de mon retard, je ne vous ai pas montré un petit bout de code swing, mais bon, c'est pas non plus très très grave. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine à 10h30.